Bien, eh bien écoutez, la journée continue avec, après ces phases 3 et 4 de sessions d'échange. Après l'architecte et le technologue ce matin et le psychiatre en début d'après-midi, c'est maintenant un sociologue que nous allons accueillir. Donc je vais demander à Bernard Stiegler de nous rejoindre sur scène pour donc une présentation sur, excusez-moi, le cafouillage, il en faut un dans la journée, sur transition et valeurs. En plus, il joue le souffleur, c'est formidable. Voilà, donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Bernard Stiegler. Bonsoir à tous, merci de votre intérêt pour ce que je vais essayer de vous raconter. Pourquoi ce titre, Transition et valeurs? Je vais commencer par la transition et je terminerai par la valeur. Nous sommes en période de transition. Tout à l'heure, avec Claude Durand, nous parlions des méthodes agiles et il me disait que ce sont des méthodes aussi de gestion de la transition. On parle ici dans ce congrès annuel précisément des méthodes agiles, des pratiques agiles. Je pense que ce dont je vais vous parler maintenant va peut-être soulever des problèmes de ce que j'oserais appeler de la méta-agilité, de l'agilité portée au carré, si vous voulez. Qu'est-ce que j'appelle économie de transition et situation de transition? Il ne vous a pas échappé que depuis 2008, il s'est passé quelque chose, que ça fait déjà un certain temps que ça dure, que ça n'a pas l'air de devoir se clarifier avant un certain temps également, au moins autant de temps, peut-être bien beaucoup plus. Mon analyse de cette situation, c'est que, j'en ai d'ailleurs parlé souvent dans les années écoulées, même avant la crise de 2008, puisque en 2005, j'ai créé une association Ars Industrialis qui posait comme hypothèse que ce système que nous sommes en train de quitter, voilà ce que je vais vous dire maintenant, allait se gripper, et se gripper durement, et c'est le cas, malheureusement. Ce système-là, donc, est en train de disparaître, même s'il est absolument dominant. C'est lui qui nous fait manger, c'est avec lui que nous avons des contrats, c'est lui qui nous permet de payer notre loyer, les études de nos enfants, quand nous en avons, etc., etc. Et en même temps, plus ou moins, nous tous savons que ce système est terminé. Nous le savons pour une raison très précise, c'est parce qu'il est insolvable. Il repose, ce que nous avons découvert en 2008 et que nous ne cessons de découvrir, c'est qu'il repose sur une insolvabilité chronique. Pour 1000 raisons que je ne vais pas étudier ici avec vous, ce n'est pas le moment. Elles sont d'ailleurs très complexes, ça pourrait faire l'objet de discussions et même de polémiques, mais en tout cas, il n'y a pas de doute que... Alors les uns disent c'est le système financier qui est insolvable, les autres disent ce sont les États qui sont insolvables, il y en a qui disent ce sont les Grecs qui sont paresseux, mais je dirais que peu importe les causes de tout cela, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et pas simplement en Grèce ou même en Europe. Tout le monde sait bien que les États-Unis sont un continent entier qui vit totalement à crédit. Et en même temps, ce que je crois, c'est que nous sommes en train de nous orienter vers un autre dispositif où d'ailleurs l'agilité prendrait un sens peut-être beaucoup plus radical que dans le sens des compétences et des pratiques qui sont celles du monde de l'informatique et des technologies de réseau, etc., etc. Pour le dire en 3 mots, je crois que nous acheminons vers un nouveau modèle industriel qui ne repose plus sur l'opposition production-consommation, dont la toute première matrice qui soit développée est le logiciel libre. C'est d'ailleurs dans cette matrice-là aussi que sont apparues les problématiques type démarche agile. Et je pense que ce modèle va migrer et se généraliser
parce qu'il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rentable, beaucoup plus motivant aussi pour les gens. Beaucoup plus rentable, même si la chaîne de valeur et surtout la distribution de la valeur, il change peut-être, et je terminerai en vous parlant de la valeur. En gros, je vous l'annonce tout de suite, je vous dirai tout à l'heure, en conclusion, que là où le modèle, disons le capitalisme classique, qu'il soit d'ailleurs productiviste au sens du XIXe siècle ou consumériste au sens du XXe siècle, et reposait sur la combinaison de deux grands types de valeurs qui étaient ce qu'on appelle la valeur d'échange et la valeur d'usage, la valeur d'échange étant la valeur monétarisable, évaluable sur un marché, et la valeur d'usage étant la valeur pour les utilisateurs, donc la valeur intrinsèque pour la vie et pas simplement pour le système capitalistique, disons, ou marchand. Là où donc ce couple valeur d'échange, valeur d'usage a dominé le XIXe siècle, c'est d'ailleurs Karl Marx notamment qui en a fait la théorie, pas tout seul, il n'y a pas que lui bien entendu, mais il en a fait une grande théorie, Marx. Là où au XXe siècle on a continué à raisonner avec ces catégories, mais où on a dit, en réalité, cette opposition entre valeur d'usage et valeur d'échange, c'est peut-être un leurre. Un Français très connu qui est sociologue, moi je ne suis pas sociologue, je suis philosophe, et ce Français il est mort maintenant, il s'appelle Jean Baudrillard, il est extrêmement connu, s'est rendu célèbre en essayant de montrer dans un livre qui s'appelle « La société de consommation » qu'en fait, il n'y a pas de vraie différence entre valeur d'usage et valeur d'échange. Pour une raison précise, c'est que la valeur d'usage est fabriquée par le marketing pour être transformable en valeur d'échange et que du coup, elle s'use très vite. Elle s'use très vite au sens où c'est une valeur consumériste et au sens où, dans la société de consommation, dès que quelqu'un a acquis quelque chose en tant que consommateur, il faut le convaincre d'acquérir autre chose pour remplacer la chose qu'il a acquise. C'est l'intérêt du système économique consumériste de fonctionner ainsi. Et bon, le modèle appleien, le modèle Macintosh, si vous voulez, reste fortement celui-ci, iPod, iPhone, iPad, etc. etc. Par exemple, c'est-à-dire qu'il faut toujours que, dès que je mets un produit sur le marché, j'ai déjà le produit suivant qui va le chasser pour venir le remplacer. Et si je ne le fais pas moi, c'est Samsung qui le fera, donc il faut que je me dépêche. Alors ce modèle-là, il a été théorisé il y a exactement 100 ans par un homme qui est un Autrichien, qui s'est installé aux États-Unis, qui s'appelle Joseph Schumpeter, un économiste. Un économiste qui a développé une théorie d'innovation qu'il a appelée la destruction créatrice. Une théorie qu'il a d'ailleurs développée contre les marxistes. Puisque Marx disait, à la fin du XIXe siècle, ce système productiviste qui est en train de se développer à travers le capitalisme industriel, arrivera rapidement à une crise parce qu'il va se saturer pour toutes sortes de raisons. D'abord, il va saturer la rentabilité des investissements, c'est-à-dire que de moins en moins les capitalistes auront intérêt à investir parce que la durée de l'amortissement se raccourcira de plus en plus et il leur faudra sans cesse réinvestir et la rentabilité de l'investissement diminuera. Par ailleurs, les emplois diminueront aussi, parce que les machines remplaceront de plus en plus les hommes. Donc le chômage augmentera, la consommation diminuera et le système se grippera. Schumpeter dit c'est absolument faux, et je vais vous dire pourquoi. Il le dit, mais c'est pas si clair que ça, parce qu'en 1880, une grande crise économique commence en Europe, qui va se poursuivre et qui va conduire à la Première Guerre mondiale, qui va déclencher aussi une crise financière aux États-Unis en 1912, etc. etc. Donc il y a de vrais problèmes. Et les analyses de Marx ne sont pas totalement fantaisistes. Mais il est vrai qu'en revanche, quelque chose que Marx n'a pas prévu, qui s'appelle le Fordisme, et qui est une application au monde industriel des méthodes non pas du tout agiles, mais au contraire, méthode taylorienne, c'est-à-dire ultra top-down, extrêmement séquentielle, etc., etc., vont faire que des gains de productivité énormes vont encore être accomplis avec cette nouvelle organisation du travail qui se traduit par le travail à la chaîne, pour être très clair, ce qu'on appelle donc la division taylorienne du travail. Et cela permet
d'installer quelque chose de nouveau où, d'une part, Henry Ford, qui est le héros de Joseph Schumpeter. Schumpeter a fait toute sa théorie en observant la logique entrepreneuriale de Ford. Henry Ford dit, à partir du moment où j'augmente ma productivité à un tel niveau, je peux diminuer les coûts de production tellement que mes propres ouvriers vont être capables d'acheter les automobiles qu'ils produisent. Et du coup, je vais pouvoir faire les économies d'échelle que rend possible le taylorisme. C'est parce que le modèle taylorien, dans l'automobile, il finit par conduire à la possibilité de produire 1 million d'automobiles par an, ce qui est absolument colossal à cette époque-là, et on y arrive très vite. Ça commence avec 15 000 automobiles par an, l'aventure Ford, mais ça vient assez vite à 1 million d'automobiles par an. Mais le problème, il faut les vendre, ces automobiles. C'est très bien joli de produire 1 million d'automobiles par an. Ça veut dire qu'en 10 ans, vous en produisez 10 millions, en 100 ans, 100 millions, et qui va les acheter? Eh bien, les consommateurs. Les consommateurs qui sont une nouvelle figure. Le consommateur, c'est une figure du XXe siècle. Le XIXe siècle, il n'y a pas des consommateurs. Tout le monde consomme, bien entendu. Les vaches consomment de l'herbe, les individus consomment de la nourriture, de l'eau, etc. Mais ce ne sont pas des consommateurs au sens où, ce que j'appelle là le consommateur, c'est une figure économique qui est produite par une industrie de la consommation qui est basée sur le marketing. Schumpeter dit, avec le modèle taylorien et fordiste, en fait, le capitalisme va se réinventer sans arrêt. Par quoi? Par l'innovation. C'est-à-dire qu'à la différence de Marx, qui ne voyait pas cette capacité d'innovation permanente, comme on va l'appeler, que rend possible le consumérisme, Schumpeter dit, en fait, la valeur va se réinventer en permanence à travers l'innovation. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ce qu'il appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'une innovation détruit l'innovation précédente. Donc le capitalisme se présente comme un système ultra concurrentiel où sans cesse on fait une compétition pour pouvoir proposer de nouvelles innovations sans arrêt, ce qui est très bien pour la société parce que ça apporte des machines à laver, des frigos, des automobiles, des iPods, des trucs, des machins. Bon, parfait. Et en plus, ça fait tourner la machine, donc ça donne du travail. C'est magnifique, quoi. Tout ça est magnifique. Ça s'appelle le consumérisme fordiste ou schumpeterien. Le problème qui émerge bien avant 2008, les premiers à le faire émerger de manière très virulente, ce sont les époux Meadows, qui sont des scientifiques qui remettent un rapport, vous avez évidemment entendu parler de ce rapport Meadows au MIT, qui sera publié en français sous le titre « Halte à la croissance ». Le problème, c'est que ce système, dès les années 70, on dit qu'il va se saturer, pour des tas de raisons. Alors les Meadows disent d'abord parce que, tout simplement, les conditions de fonctionnement du système vont rapidement être détruites par le système lui-même. Par exemple, les conditions énergétiques de fonctionnement du système, les conditions démographiques de fonctionnement du système, etc., etc. Ça s'est annoncé au début des années 70, ça se refoule pendant assez longtemps, parce qu'en même temps, au moment même où cette annonce par le MIT, parce que c'est le MIT qui a diffusé ce rapport, donc c'est quelque chose de très officiel, de très sérieux, a été faite, un changement s'est opéré, un changement important s'est opéré qui tient au fait que, vous savez bien que les années 50-60 sont les années de ce qu'on appelle en Occident la décolonisation, et que des pays qui étaient colonisés par l'Occident depuis le XVIe siècle, eh bien, se sont émancipés, ont retrouvé leur autonomie, et il se trouve que ces pays, par exemple, sont détenteurs de pétrole, de l'essentiel des ressources pétrolières, mais aussi d'énormément de matières premières. Et ces pays-là, qui d'abord, en 1972, décident, l'OPEP en l'occurrence, qui a été créé en 1962, ils décident, ces pays-là, que ce sont eux maintenant qui vont fixer le prix du pétrole. Ils augmentent radicalement le prix du pétrole, ce qui donne ce qu'on appelle le choc pétrolier de 1973. Ces pays-là, par ailleurs, étant donné qu'ils vont commencer à acquérir de la plus-value, enfin à capter de la plus-value, eh bien, ils vont devenir des pays industriels. Et parfois de grands pays industriels.
Je ne parle pas là du Japon, qui est un cas tout à fait particulier par ailleurs, hein, qui n'a jamais été colonisé d'ailleurs. Mais le Japon, par ailleurs, va devenir un très grand pays industriel, la deuxième puissance planétaire. Mais pas seulement, maintenant la Chine, l'Inde et beaucoup d'autres, les fameux BRIC, etc. Ces pays-là qui vont émerger, on les appelle les pays émergents, au cours des années 70, un certain nombre de penseurs occidentaux se disent inéluctablement, ils vont se développer. Et donc, nous allons perdre le primat, le contrôle que nous avons sur la production industrielle. La désindustrialisation est inéluctable. Donc, nous allons nous engager dans un nouveau modèle qui n'est plus un modèle entrepreneurial d'économie industrielle, mais un modèle managérial d'exploitation financière. C'est le début de la financiarisation qui commence à la fin des années 70, qui est d'ailleurs très lié à la fin des accords de Bretton Woods, au changement de position des États-Unis par rapport aux accords de Bretton Woods, etc. Bref, toute une politique financière américaine nouvelle. Et cela va se traduire par une exaspération, si j'ose dire, ou une radicalisation, une augmentation extrême de la destruction créatrice. Pourquoi augmentation extrême de la destruction créatrice? Eh bien parce que vous avez bien évidemment entendu dire que, d'une part, Mme Thatcher affirmait « there is no alternative to this transformation », et d'autre part, M. Reagan disait « le problème, le gouvernement, ce n'est pas la solution, c'est le problème ». Ça veut dire qu'il faut détruire toute structure publique et qu'il faut confier la socialisation des technologies au marketing et qu'il faut remplacer la direction des entreprises par le marketing, par les entrepreneurs, par une autre direction d'entreprise qui est la direction managériale où ce qui commande c'est le marketing stratégique. Le problème c'est pas de produire, c'est pas très compliqué de produire et en plus on peut déléguer ça aux Chinois ou ailleurs. Le problème c'est de vendre et de contrôler les marchés. Donc il faut contrôler le marché à travers le marketing stratégique. Et entre 1980 et 2008, une intensification extraordinaire de cette politique va se produire, ce qui va aboutir à une augmentation extraordinaire des plus-values financières, mais qui ne sont pas des plus-values entrepreneuriales, qui sont des plus-values spéculatives. Et par ailleurs de l'innovation, donc le monde va se transformer de plus en plus vite, comme en plus arrive en 1992 le web et donc la réticulation planétaire, tout ça va créer une explosion combinatoire de transformation qui va finalement, en 2008, aboutir à une énorme crise. Énorme crise qu'on appelle une crise systémique, mais que pour ma part, j'appelle une crise hyper-systémique. Car ce n'est pas seulement une crise systémique. Je l'appelle même une hyper-crise hyper-systémique. Pourquoi est-ce que je l'appelle ainsi? C'est parce que, bien sûr qu'il n'y a pas seulement une crise systémique dans le monde économique, il y a la crise systémique bancaire dont vous avez entendu parler à partir de l'histoire de Lehman Brothers, qui avait été provoquée par les subprimes. Il y a toute une série comme ça, les fameux effets dominos, etc. Il y a d'autres crises systémiques qui sont liées à cela. Par exemple, la crise de l'automobile américaine, qui est liée évidemment à cette crise financière, mais qui se combine avec une crise du modèle, disons, de General Motors, de la très grosse voiture qui consomme énormément, etc. Parce que les gens, voyant la crise se profiler, ayant vu l'augmentation du pétrole, se disent après tout, est-ce que c'est bien d'avoir des grosses bagnoles comme ça? En plus, c'est pas bon pour mes gosses, c'est pas très raisonnable vis-à-vis de la planète, etc. Donc, ils changent de comportement de consommation. Enfin bon, il y a eu très nombreuses analyses qui ont été faites du cas de General Motors à propos de cela, donc je ne vais pas vous en reparler. Ça, ce sont des éléments systémiques de crise au sein du système économique, mais il y a d'autres éléments systémiques de crise, qui sont par exemple des éléments environnementaux, des éléments météorologiques, également des éléments psychiques. Par exemple, aujourd'hui, tous les médecins que je connais, avec lesquels je travaille, je veux dire, je ne parle pas de mon médecin personnel, mais des gens avec qui je travaille, parce que je travaille un peu avec le monde médical, sont extrêmement inquiets des transformations psychiques ou mentales ou cognitives des enfants, dans le contexte de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les nouveaux médias, mais aussi la télévision, etc., dont on découvre aujourd'hui que finalement, il y a des mutations qui s'opèrent dans la synaptogenèse des enfants et que ces mutations ont des effets extrêmement problématiques. Il y a même en France un directeur de l'INSERM, d'une équipe de recherche de l'INSERM, qui a écrit il y a 1 an
Peut-être qu'il va falloir attaquer en justice les chaînes de télévision et les pouvoirs publics qui savent aujourd'hui qu'il y a non-assistance à personne en danger parce que tout ça est toxique, comme le tabac, mais on ne le dit pas, comme l'amiante, mais on ne l'avait pas dit non plus. Et les gens qui ont créé ces situations dans le champ de l'amiante ont été jugés, les gens du tabac aussi. L'industrie du tabac américaine a payé des milliards de dollars de dommages et intérêts. Peut-être que ça va arriver dans ce champ-là, etc., etc. Je ne parle pas de la santé, où on n'arrête pas de parler des énormes difficultés produites par le consumérisme. Vous savez peut-être que la grande maladie qui s'annonce aux États-Unis, qui est en train de monter, c'est le diabète 1, qui est un diabète provoqué par la surconsommation de sucre. On est tous porteurs, enfin pas tous, on est 30% d'entre nous sont porteurs de la possibilité de développer le diabète 1, mais la plupart des gens ne le développent jamais, ce diabète 1, sauf s'ils consomment comme on les fait consommer aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, il est prévu, ce sont des chiffres officiels, 9 millions de diabétiques 1 bientôt. Et la réponse du marché, c'est de dire c'est très bien, ça va faire fonctionner l'industrie des prothèses. Parce que le diabète 1, on vous ampute des jambes, des bras, etc. Et donc, on va développer une industrie pour compenser ça. Les gens commencent à penser que c'est pas forcément du très bon PIB de faire ça. Voilà. Donc, je pourrais vous parler longuement de tout cela, je ne vais pas le faire. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que la destruction créatrice de Schumpeter, passer à la moulinette de l'accélération de l'innovation et du modèle spéculatif qui domine le monde depuis les années 80, c'est devenu une destruction destructrice. Et ça a pour conséquence qu'aujourd'hui, la planète entière souffre d'un immense blues. Malheureusement, il n'y a pas que les Français qui ont le blues, il n'y a pas que les Européens. Par exemple, déjà en 2007, une enquête nationale aux États-Unis avait fait apparaître que 81% des Américains considéraient que le consumérisme à l'américaine était mauvais pour les Américains. Donc ce n'est pas du tout un truc nouveau et ce n'est pas du tout lié simplement à l'Europe. Et en plus, ça fait déjà au moins 5 ans que le ministère de la Santé chinois avait annoncé que 15% des Chinois sont dépressifs, alors qu'ils ont un taux de croissance qui frise les 10% depuis des années, eh bien ils sont dépressifs. Pas tout le monde, mais 15% c'est beaucoup. En fait, le problème qui se pose ici, c'est que le système technique, technologique et industriel, avec cette innovation galopante, a produit des perturbations énormes, qui étaient d'ailleurs théorisées déjà depuis les années 70 par un historien français qui s'appelle Bertrand Gilles, qu'il appelait le désajustement, où il montrait que dans une société industrielle, le système technique industriel n'arrête pas de se transformer. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut que les systèmes sociaux, ce qu'il appelle les systèmes sociaux, c'est-à-dire la famille, l'éducation, la langue, la religion, le droit, l'économie, etc., etc., enfin bref, tout ce qui fait une société, il faut que ces systèmes sociaux arrivent à se réajuster au système technique. Si les systèmes sociaux ne peuvent plus s'ajuster au système technique, alors ça produit des guerres civiles, des révolutions, de très violents conflits, beaucoup de violence. Vous allez me dire, oui, mais on vit des changements de système technique permanents depuis des années, il n'y a pas cette violence, il n'y a pas ces guerres, etc. Alors, d'abord, il y a des gens qui vous diraient, ben, oui, mais c'est ainsi parce que nous sommes sous anesthésiant. La télé, tout ça, ça sert à nous anesthésier. Et puis, par ailleurs, il y a quand même quelques petits problèmes. Les Twin Towers du 11 septembre 2001, ça n'est pas rien. Et tout ce qui s'est produit depuis... qui provoque d'énormes dégâts, pas forcément sous forme de guerre ou de guerre civile, mais de guerre économique, où on met d'immenses quantités de gens au chômage. Tous les gens qui sont à Paris, même dans la rue aujourd'hui, c'était inconcevable il y a 30 ans de voir des gens comme ça en France. Tout ça, ce sont d'énormes dégâts. Ce sont des résultats d'une sorte de guerre. Dans ce contexte-là, se produit ce que j'appelle une crise pharmacologique. Je prends le mot pharmacologique en un sens ancien, au sens antique, au sens où le pharmakon en grec, ça veut dire le remède est de poison. Et pour un grec de l'Antiquité, toute technique est un pharmakon. Une technique, ça sert à résoudre des problèmes, donc c'est un remède. Mais si on ne sait pas s'en servir, c'est un poison. En particulier les fameuses techniques médicales et pharmacologiques au sens strict, au sens où M. Servier les a développées, par exemple. Ou encore l'amiante, etc. Qui sont des choses, qui sont des produits du progrès,
mais dont on s'aperçoit parfois qu'elles produisent du régret, comme disait un géographe du XIXe siècle. Du régret, ça veut dire de la régression sociale, de la régression environnementale, bref, de l'aggravation de la situation. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, depuis déjà pas mal d'années, les conditions se sont accumulées pour que ce qui produisait du bon se soit mis à produire du mauvais. Et depuis relativement peu de temps, depuis à peu près 5 ans, depuis 2008, le sentiment général des gens, vous n'avez qu'à écouter les gens parler dans le métro, dans les bistrots, à la télévision, etc., c'est que, du coup, tout ce qui avait un sens positif s'est renversé en signe négatif. C'est ce qu'on appelle l'inversion le renversement de la valeur du progrès. Voilà apparaître à nouveau la question de la valeur. Les valeurs, ce qui apparaissait comme des valeurs positives, ce qui apportait de la valeur dans la société consumériste, eh bien subitement, ça semble ôter de la valeur, ça semble se dévaloriser, ça devient de la valeur négative. Et c'est là que se tient le cœur de la crise. La crise, ça n'est pas simplement une crise financière, ça n'est même pas simplement une crise industrielle, c'est une crise morale sur le sens de l'innovation, sur le sens du progrès. L'innovation est devenue insoutenable parce que de toute façon, elle va beaucoup trop vite. Elle va beaucoup trop vite au sens où à peine vous avez acquis un système et que vous commencez tout juste à y développer une pratique, déjà le système est obsolète, vous devez passer à autre chose. Et le résultat, c'est que vous vous sentez obsolète parce que ça va tellement vite et vous n'avez tellement pas le temps de développer quoi que ce soit comme savoir singulier de votre part que finalement vous avez l'impression de ne plus être personne. Et vous vous sentez jetable vous-même, comme la technologie en question est jetable et elle est faite pour ça. Et vous la jetez tout en sachant qu'il ne faudrait pas la jeter, parce qu'elle comporte des métaux précieux et toxiques, etc., etc. Alors, c'est cela que j'appelle la crise hypersystémique, et dans ce contexte-là, qui se traduit aussi par le fait que, par exemple, vous l'avez certainement vu, puisque vous êtes dans le monde de l'informatique, un grand journaliste très connu aux États-Unis, comme Nicolas Carr, qui est journaliste du New York Times, a publié un livre l'année dernière qui s'appelle « Internet rend-il bête ?» ou « idiot », je ne me souviens plus. Enfin, le titre anglais n'est pas ça, ça s'appelle « The Shallows », le titre anglais. Dans ce livre-là, Nicolas Carr, qui a été pendant des années un passionné d'informatique, un militant du web, quelqu'un qui, comme Gert Loving en Hollande et comme d'innombrables autres personnes, et moi-même d'ailleurs, a milité pour dire le numérique, c'est quelque chose qui est en train de produire une nouvelle positivité, quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait révolutionnaire, qui permet de concevoir une autre organisation sociale, une diffusion des savoirs, etc., etc. Et bien l'an passé, il a publié un livre contre Internet, que je désapprouve d'ailleurs profondément. Je vais d'ailleurs moi-même publier un livre sur ce livre bientôt, pour dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais en même temps, c'est un livre très honnête, c'est-à-dire que je suis certain que Nicolas Carr pense profondément ce qu'il dit, et en plus c'est très bien argumenté, jusqu'à un certain point. Je pense qu'il y a un endroit où c'est très mal argumenté, mais il faut le voir, c'est compliqué de le voir, parce que c'est un travail sérieux et fait de bonne foi. Ce que je veux vous dire en disant cela, c'est que même les valeurs qui tiennent au monde du numérique, qui est censé porter un autre modèle, eh bien, sont en train de se renverser pour Nicolas Carr, pour Gert Loving et pour beaucoup d'autres gens. La crise qui est derrière cela, c'est une crise de l'innovation. La Commission européenne vient d'ailleurs de lancer un grand programme qui s'appelle Innovation sociale pour acter ce que je vais vous dire maintenant. Pendant très longtemps, le modèle schumpeterien, c'était le modèle de la destruction créatrice par innovation technologique. Pour ma part, je pense que l'innovation technologique va régresser. Quand je dis qu'elle va régresser, je ne veux pas dire du tout qu'elle va s'arrêter, mais je veux dire que ce qui va devenir de plus en plus une valeur véritablement positive, ce n'est pas l'innovation technologique, c'est l'innovation sociale. C'est l'innovation qui va se construire par l'appropriation de l'innovation technologique, et ce qui va se transférer de plus en plus vite, changer de plus en plus vite, ça ne sera plus la technologie, ce sera le social. Ça ne veut pas dire que la technologie ne changera pas, mais elle changera en fonction du social.
selon les prescriptions du social. Aujourd'hui, la technologie ne fonctionne absolument pas selon les prescriptions du social. On nous dit très souvent dans les écoles de commerce, l'innovation, ça se fait pour répondre à la demande sociale. C'est absolument faux. Ce n'est pas du tout une demande sociale. À quoi répond l'innovation? Je donne très souvent cet exemple parce que je l'ai vu de mes yeux, donc, mais il est très connu. Lorsque, dans les années 90, ça devait être 93 ou 94, je ne me souviens plus très bien, France Télécom, ayant des brevets sur la norme GSM, a voulu s'engager dans la téléphonie mobile. France Télécom a fait faire une enquête, une étude de marché, qui a fait apparaître que pratiquement aucun Français n'était prêt à acheter de téléphone portable. Et donc France Télécom n'a pas exploité la norme GSM. Ce qui a été la fortune de Nokia et de la Finlande. Nokia qui depuis est en train de disparaître d'ailleurs. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que les Français n'ont jamais voulu de téléphone portable. Ils trouvaient que c'était trop cher, ils se demandaient à quoi ça servait d'avoir un téléphone dans sa poche, ils disaient on a déjà un téléphone à la maison, ça suffit comme ça, etc. etc. Et pourtant aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable. Et la téléphonie mobile a totalement bouleversé les télécommunications, l'a carrément fait exploser le modèle France Télécom par exemple. Mais si c'est le cas, c'est parce que ce qu'a compris Nokia, c'est que bien sûr qu'il n'y a pas de demande sociale, c'est pas le problème. Il n'y a jamais de demande sociale pour l'innovation. Une innovation, c'est précisément ce qui vient perturber les systèmes sociaux existants de telle manière que les systèmes sociaux existants ne veulent pas entendre parler de cette innovation. Ils n'ont pas envie d'être transformés dans l'organisation de la structure familiale. Vous avez bien vu comment le téléphone se transforme, cette structure familiale. Dans l'organisation de l'école, vous avez bien vu comment les nouveaux médias et le téléphone posent d'énormes problèmes pour éduquer les enfants dans les écoles, etc., etc. Je vous passe toutes ces choses que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Il n'y a jamais de demande sociale. Ce qu'il y a, c'est des cabinets de marketing qui produisent cette demande sociale, qui la fabriquent. Et celui qui a été le théoricien de cela, j'en ai souvent parlé aussi, c'est Edward Bernays, qui était un neveu de Sigmund Freud, qui a commencé en 1917 à théoriser ces questions. Alors, je pense que ce modèle où la socialisation de la technologie et l'innovation en règle générale étaient produits par des acteurs qui sont des cabinets spécialisés, tout comme il y a des bureaux d'études dans les usines, etc., où on ne demande pas aux ouvriers comment on fait pour fabriquer les machines, on leur dit vous faites ci et c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, vous partez, eh bien c'est terminé. Ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner parce que ça produit une énorme démotivation et en plus c'est toxique. C'est toxique parce que dans la mesure, je vais vous donner un exemple. Frédéric Kaplan, qui est un penseur, un mathématicien, un polytechnicien, qui a fait Subtélécom, etc., et qui est aussi un roboticien, qui enseigne maintenant, qui est aussi patron d'une PME, mais qui enseigne également à l'EPFL de Lausanne, a beaucoup travaillé sur le modèle d'affaires de Google, et sur, pas simplement son modèle d'affaires, mais l'ingénierie linguistique de Google. Il a publié un article qui a fait le tour du monde, qui s'appelle « Le capitalisme linguistique », où il a montré que Google a mis en place tout un système avec une double algorithmique, le fameux algorithme que tout le monde connaît, qui est le PageRanking, qui permet de trouver tout ce qu'on veut très vite sur Internet, très vite, c'est-à-dire en quelques millisecondes que vous affiche Google. Il a fallu 0,4 secondes pour obtenir ce résultat qui a couvert l'information planétaire, et vous pouvez le demander en 250 langues et même plus, ce qui est quand même assez incroyable quand on y réfléchit. Mais ça, c'est la valeur d'usage, comme on disait autrefois. Et puis, la valeur d'échange, elle est produite par le fait que autour de cela, il y a des AdWords qui sont vendus aux enchères par Google auprès d'annonceurs qui sont en train de piquer tout le marché publicitaire à TF1, etc. Ce qui fait que l'audiovisuel, privé comme public, est en train de s'effondrer et il va s'effondrer inéluctablement. Et il a mis très longtemps à le comprendre. Moi, personnellement, j'étais directeur de l'INA pendant quelques années et j'ai dit ça à Canal+ et à TF1 il y a déjà plus de 15 ans et ils me riaient au nez. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce que montre Frédéric Kaplan, c'est que le système de Google repose aussi sur le fait que, quand vous tapez un mot, vous savez bien, Google vous propose l'orthographe correcte du mot, vous termine vos phrases à votre place, etc., etc. Bref, a mis en place toutes sortes d'algorithmes et d'automates pour vous faciliter la tâche, mais en fait, il le fait pour pouvoir mieux contrôler votre expression, c'est-à-dire pour soumettre votre expression aux standards que ces algorithmes savent traiter. Le problème que ça pose, me dit Kaplan, dans cet article, c'est que petit à petit, les gens perdent la pratique de l'orthographe. Parce que c'est le système qui maîtrise l'orthographe. Mais si
la dysorthographie, comme on appelle, c'est-à-dire la perte de l'orthographe, atteint un certain seuil de gravité, eh bien les gens écriront tellement mal que le moteur, les algorithmes ne sauront même plus reconnaître ce qu'ils veulent dire. Et donc ça ne fonctionnera plus. Je veux dire par là que ce système, qui est un système, Google est entre le système contributif et le système consumériste. Ce système consumériste produit de la déqualification des consommateurs, des producteurs, et de la disqualification qui engendre ce qu'un grand économiste qui s'appelle Amartya Sen a appelé les capabilités, pardon, l'incapacitation. Amartya Sen, vous avez sûrement entendu parler de lui, Nicolas Sarkozy l'avait missionné d'ailleurs il y a quelques années pour réfléchir sur les nouveaux indicateurs de développement humain. Et Amartya Sen a montré, dans un livre qui a déjà pas mal d'années, cette chose incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai, moi, relu ce texte de nombreuses fois parce que j'ai toujours beaucoup de mal à y croire. Il a eu le prix Nobel pour ça, hein, donc ça doit être assez sérieux. Il a montré que les populations de Harlem, au cœur de Manhattan, c'est-à-dire dans la ville la plus développée du monde, enfin une des villes les plus développées du monde, où il y a des hôpitaux, des médecins, des égouts, de l'eau courante, des ascenseurs, la police, enfin tout ce que vous voulez, des supermarchés partout, à manger autant qu'on en veut, beaucoup trop même, le taux de mortalité est plus élevé qu'au Bangladesh. Et que l'espérance de vie d'un Bangladais de 40 ans est plus grande qu'un habitant de Harlem. Au Bangladesh, où il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, etc., etc. Et ce qu'a montré Amartya Sen, c'est qu'en fait, il en va ainsi parce que les gens qui vivent au Bangladesh ne sont pas dans un monde consumériste, ils ont des capacités, comme ils les appellent, ils développent leurs capacités, c'est-à-dire des savoirs, tout simplement. Ils savent vivre, ils ont des savoir-vivre, ils ont des relations de solidarité sociale, et finalement, ils vivent beaucoup mieux. Ils vivent beaucoup mieux, en tout cas, sous l'angle de cet indicateur qu'on appelle le taux de mortalité, mais en tout cas, ils vivent plus longtemps, et peut-être aussi qu'ils vivent mieux moralement. Ils ne droguent pas, par exemple, ou très peu. Alors ça doit faire réfléchir. Quand nous parlions tout à l'heure avec Claude Durand des méthodes agiles, il m'expliquait, je lui ai demandé, dites-moi comment vous conceptualisez cela, parce que je voulais savoir un petit peu comment c'est perçu ici, ces concepts. Il m'expliquait qu'en fait, ce sont des méthodes qui consistent à qualifier des groupes d'acteurs qui agissent ensemble pour concevoir et manager un projet dans des boucles rapides. Et en fait, ce qu'il me décrivait, c'est ce que j'appelle de l'innovation sociale. Où ce qui compte, ça n'est pas comment l'ingénieur va vous fourguer sa technologie qu'on lui a demandé de vous fourguer à tout prix parce que c'est là-dessus qu'on va faire le business. Non, c'est comment l'utilisateur, le destinataire, va en fait configurer un dispositif et va créer un système vertueux avec des compétences variées, dont les compétences d'ingénieur, avec des procédures technologiques, mais aussi des procédures sociales, des capacités, je dirais, au sens d'Amartya Sen. Personnellement, je crois que nous nous acheminons dans les 10 ou 20 ans qui viennent vers une société qui va être basée sur ce type de fonctionnement. Ça relève de ce qu'on appelle la bottom-up innovation, l'open innovation, l'innovation sociale, l'innovation durable, etc., etc. Personnellement, je suis très intéressé dans ces questions depuis à peu près 15 ans, parce que depuis 15 ans, à travers mes différentes fonctions professionnelles, j'ai dirigé beaucoup d'ingénieurs en informatique qui développaient en logiciel libre. Au début, je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas très bien comment ça fonctionnait, et puis finalement, j'ai été de plus en plus convaincu. Qu'est-ce qui fait que le logiciel libre fonctionne? C'est d'abord la motivation et le partage de savoir, le développement de savoir. Au lieu d'avoir une hyper-spécialisation qui vous asservit à un système qui fait que vous êtes sur le plan des procédures très efficaces, mais en même temps extrêmement ballot parce que vous ne comprenez pas l'ensemble, et ça c'est malheureusement la division industrielle du travail produit ça, y compris à de très hauts niveaux. Regardez ce que disait Alan Greenspan pour sa défense, lorsqu'il a dû justifier à Washington les raisons pour lesquelles il avait laissé non seulement Lehman Brothers s'effondrer, mais
les subprimes se développaient, et même Bernard Madoff dirigeait et présidait le Nasdaq, quand même pas rien. C'était comme on l'appelait, le plus grand escroc de l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a présidé le Nasdaq. Eh bien, Greenspan a répondu, ben, j'y comprenais rien. J'y comprenais rien parce que personne n'y comprend plus rien. Ça, c'est le résultat de l'innovation schumpeterienne, de la destruction créatrice qui est devenue à un moment donné une destruction destructrice. Ça ne peut pas durer. Ce qui est en train de se développer, ce qui doit se développer, c'est une nouvelle conception de l'innovation, dont le modèle open source, et je dirais pas seulement open source, mais du logiciel libre, est une matrice primordiale, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que le modèle open source. La question qui se pose à nous, et là je parle particulièrement de l'Europe, qui souffre plus que n'importe quelle autre contrée du monde en ce moment de la crise économique, c'est comment est-ce que nous allons être capables de construire un projet de développement industriel nouveau, qui n'est pas comment on maintient les hauts fourneaux de la sidérurgie lorraine en activité, parce qu'il faut le faire tant qu'on le peut, mais ce n'est pas ça l'avenir, bien entendu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avenir à l'acier, mais je veux dire que l'avenir de l'Europe n'est pas là. L'avenir de l'Europe, c'est de penser un nouveau modèle industriel, ce qui est le modèle contributif. Et ce modèle, il ne sera pas rentable avant longtemps, même s'il est déjà rentable dans certains domaines, dont le logiciel libre. Même si, par exemple, Google est pour une part déjà dans le modèle contributif. Je dis Google, mais je ne dirais pas Facebook. Parce que Facebook est l'anti-modèle. Facebook est un modèle totalement consumériste, totalement schumpeterien et extrêmement toxique. Je veux dire en disant cela que ce qui rend possible l'économie contributive, ce sont les réseaux numériques. Parce qu'avec les réseaux numériques, on peut travailler collaborativement, contributivement. Sur Internet, on n'est pas consommateur ou producteur, on est contributeur. Dans tous les cas, de près ou de loin. On apporte de la valeur, parfois même sans le savoir. Mais cette technologie du temps-lumière, qui est une technologie qui fonctionne à la vitesse de la lumière, c'est pour ça que je l'appelle ainsi, elle peut être mise au service d'une économie schumpeterienne et faire que cette économie schumpeterienne devienne encore plus dangereuse, encore plus toxique. Et ça, c'est le modèle de Facebook, qui est une caricature, ce qui n'a d'ailleurs pas une caricature de ce que je viens de dire, de ce que je veux démontrer, et ça n'a d'ailleurs pas échappé à ceux qu'on appelle les investisseurs, parce que Facebook a raté son entrée en bourse, à mon avis, en grande partie à cause de ça. Les gens ne croient pas à la valeur d'usage de Facebook. Ils se disent en fait, Facebook, c'est quelque chose, c'est une arnaque, disons, monumentale des adhérents, des abonnés ou des membres de Facebook. Et ça fonctionne, mais ça ne fonctionnera pas très longtemps. C'est ce que je pense très profondément. Ce que je crois, moi, c'est que l'Europe devrait s'emparer de la révolution du temps-lumière, du numérique. Elle devrait d'autant plus le faire qu'elle a tout à fait les moyens de le faire. Parce que, par exemple, GSM, c'est français. Les réseaux ATM, c'est français. Enfin, GSM, ça n'est pas seulement français, mais la France a été un leader à travers le CNET, à l'époque où il existait encore à Issy-les-Moulineaux. Beaucoup des informaticiens et des mathématiciens qui sont en Californie aujourd'hui, soit chez Google, soit dans les industries financières, etc., sont formés en France ou en Europe. La France reste un des meilleurs pays du monde en mathématiques théoriques et appliquées. L'INRIA est un des meilleurs centres de recherche au monde en automatique et en informatique. Et donc il est stupéfiant. Il est stupéfiant de voir que l'Europe, et en particulier la France, n'a aucune représentation digne de ce nom sur la scène internationale dans ce domaine. C'est en fait parce qu'elle n'a pas de politique industrielle. Et il lui faut une politique industrielle. Et c'est ce qu'il faudrait dire à M. Montebourg. Parce que cette politique industrielle, dans une période comme celle que nous traversons, qui est une époque de transition, elle est indispensable et la politique publique doit la solvabiliser. L'innovation n'est jamais solvable à court terme, quand il s'agit d'une véritable innovation. Gilbert Simondon, qui est un grand théoricien de la technique, un philosophe des techniques, qui a énormément étudié, par exemple, les moteurs à combustion internes, disait il y a deux types d'innovation, ou de perfectionnement, il appelait ça comme ça, des perfectionnements. Il disait il y a les perfectionnements mineurs et les perfectionnements majeurs. Il donnait un exemple, par exemple, un perfectionnement mineur, c'est le moteur à explosion Lenoir, qui fait de l'auto-allumage. On va trouver des méthodes pour éviter le processus de l'auto-allumage. En fait, l'auto-allumage dans le moteur Lenoir est une tendance intrinsèque au système. C'est la limite du système.
On peut empêcher l'auto-allumage de se produire, bien entendu. Peugeot, tout ça, savent très très bien faire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de moteurs à explosion, le noir encore, c'est Peugeot. Mais ce que dit Gilbert Simondon, c'est que le vrai perfectionnement du moteur le noir, c'est le moteur diesel. C'est-à-dire, c'est le moteur qui, à un moment donné, dit le défaut du fonctionnement du moteur le noir, on va faire le principe de fonctionnement du moteur diesel. Et donc, ça, c'est une véritable innovation. C'est ce qu'il appelle une innovation majeure. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la question d'une transition dans une innovation majeure, où les technologies agiles font totalement partie du sujet dont je vous parle. Et où là, la question, c'est de réinventer une innovation qui soit une innovation qui produise de la négantropie. Pour retraduire, et je vais m'arrêter sur ces dernières considérations, pour retraduire dans des termes un peu de physique les questions dont je viens de vous parler. Si le modèle schumpeterien de la destruction créatrice est devenu à un moment donné un modèle toxique, c'est-à-dire producteur de destruction destructrice, c'est parce que la négantropie du système technique, la négantropie ça veut dire sa complexification, sa diversification, a abouti à une entropie des systèmes sociaux, une entropie au sens, là aussi, de la thermodynamique, c'est-à-dire à une destruction des différenciations sociales, une destruction des différenciations intergénérationnelles, par exemple. Vous avez des pères qui se comportent exactement comme leurs gosses et réciproquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de responsabilité entre les générations, il n'y a plus de transmission de savoir, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus d'autorité, etc., etc. Un exemple que je vous donne parmi 1000 autres. Et ça aboutit finalement à un sentiment général d'incurie que finalement la société n'existe plus, ne fonctionne plus. Et donc on met des flics partout parce que quand la société ne fonctionne plus, il y a beaucoup d'insécurité. Et donc il faut utiliser des moyens répressifs. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas durer. Une société ne peut pas se développer exclusivement sur la répression. À partir de là, la question est de réinventer une véritable innovation où l'innovation technologique soit mise au service de la production d'une négantropie sociale, c'est-à-dire d'une différenciation sociale de ce que Gilbert Simondon, là encore, appelait une individuation sociale, c'est-à-dire du fait que les individus peuvent se développer et produire ce que Amartya Sen appelle des capacités, du savoir, de la nécessité, de ce qu'on fait dans la vie, du sens, du fait de comprendre ce qu'on fait. Alors, pour que ça se produise, il faut passer d'un modèle économique qui opposait valeur d'échange et valeur d'usage à un modèle économique qui articule valeur d'échange et valeur pratique. Je pense que la valeur d'usage, c'est une valeur d'usure, c'est-à-dire une valeur de jetabilité. Quand j'utilise quelque chose, je l'use et je le jette. Par exemple, comment est-ce que j'utilise mes cachets d'aspirine? J'ai une notice, je suis le mode d'emploi, et puis à un moment donné, j'ai tout consommé, je jette l'emballage, etc., etc. Réfléchissez bien à ce fait qu'un piano, on ne l'utilise pas. Un pianiste n'utilise pas son piano. Un pianiste pratique son piano. Et son piano ne s'use pas en le travaillant, il se patine au contraire. Exactement d'ailleurs comme l'outil d'un artisan. Un menuisier, par exemple, qui travaille avec un ciseau à bois, eh bien, plus son ciseau est usé, plus il est content. Parce que plus il est usé, plus il ressemble à son geste, plus il lui appartient et mieux il s'en sert. Ça, c'est de la valeur pratique. Aujourd'hui, il faut réinventer. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre qui s'appelle Éloge du carburateur de Crawford, qui est un ingénieur qui a tout quitté pour se mettre à faire de la mécanique. Il faut réinventer de la valeur pratique, mais pas pour abandonner le monde industriel. Moi, je suis un industrialiste. Je ne crois pas du tout à la décroissance ou au retour à une société pré-industrielle. Au contraire, je pense qu'on va vers une société extrêmement industrielle, mais c'est une société qui doit devenir une société contributive, s'appuyant sur les smart grids, sur les Fab Labs, sur toutes sortes de technologies qui reposent sur le partage des compétences, la collaboration et non pas la crétinisation entre les producteurs qui font toujours la même tâche d'un côté et les consommateurs qui dépriment de consommer et qui deviennent addicts et malheureux. Merci de votre attention. Merci. Je vous laisse la place. J'ai renversé un peu d'eau.